Bonjour à tous. Alors là, le sujet que je vais vous parler, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et c'est depuis 20 ans. C'est le sujet du Rwanda. Vous voulez dire le Rwanda, oui, bon, pourquoi pas le Rwanda. Ben, écoutez, pourquoi le Rwanda? Parce que, comme beaucoup de gens, j'ai été très choqué par cet épouvantable génocide. Pour plusieurs raisons. Une petite raison personnelle, le génocide du Rwanda a commencé le 7 avril 94. Or, il se trouve que le 7 avril, c'était ma date d'anniversaire. Donc, c'est un événement qui m'a marqué parce que voilà, ça concorde à ma date d'anniversaire. Mais bon, pas de lien de causalité, bien sûr, hein, mais c'est comme ça. Et donc, je me suis intéressé à ce génocide parce que à cette époque-là, j'étais membre des radicaux de gauche. La dernière vidéo, j'en parle, hein. Et donc, à ce moment-là, il y avait une personnalité qui était très impliquée dans la vie internationale et qui s'appelait Thierry Messon. Et oui, Thierry Messon, à cette époque-là, faisait partie des radicaux de gauche. Et donc, via Thierry Messon, on avait pas mal d'informations sur le génocide au Rwanda. Donc, assez rapidement, en tant que membre des radicaux de gauche, je recevais des petites revues. Donc, j'ai été sensibilisé à ce génocide. Donc, mon évolution sur ce génocide s'est fait en plusieurs temps. Dans un premier temps, je vous dis tout de suite, j'étais sur la ligne politiquement correcte et très connue du génocide commis par par les, par les Hutus, donc, essentiellement sur l'ethnie Tutsi. Donc une immense majorité du génocide aurait concerné l'ethnie Tutsi, avec le vilain colonisateur belge et surtout le vilain français qui aurait aidé à superviser ce génocide. Donc j'ai partagé cette vision, disons, manichéenne et peut-être très caricaturale, mais j'ai partagé pendant longtemps cette vision des choses. Donc à l'époque, oui, d'ailleurs, Thierry Messon était sur cette lignée, hein, il a aussi par la suite évolué. Donc moi, pour moi, bon, je lisais des ouvrages qui se référaient qui se référaient à cette période. C'était plutôt des ouvrages très hostiles à la France, à mon pays, donc des ouvrages qui venaient de gens de Survie. Survie, c'est cette petite organisation qui lutte contre la France-Afrique et qui a des méthodes très personnelles pour dénoncer la France-Afrique. Mais vous verrez, Survie ne dénoncera par exemple jamais ou quasiment jamais l'influence des États-Unis ou du sionisme, de l'implication d'Israël dans certains conflits. Bon, ça, Survie, ça les intéresse pas. Eux, leur traîneau, c'est pas ni l'influence de la Chine, l'influence des États-Unis, l'influence d'Israël, c'est la France-Afrique. Ils s'intéressent qu'à ça. Ils ne voient cette vision des choses que par le biais de la France-Afrique. Donc tout, Survie est focalisé là-dessus. Et donc moi j'étais là-dessus, donc j'étais sur cette position. J'ai lu, je me rappelle très bien avoir lu un ouvrage de Pascal Crop, Génocide Rwanda, faut-il juger les Mitterrand. J'ai lu les ouvrages de Michel Sidbon, de Jean-Paul Goutteux, de François-Xavier Versace qui disait qui dénonçait la France-Afrique. Donc j'étais sur une ligne très très hostile à la France et donc je croyais donc à la thèse de la complicité de génocide de la France. Donc j'ai par la suite évolué. Donc comme, comme je m'intéresse à ce sujet, j'ai lu la commission Kiles, hein, donc le rapport de la commission Kiles, je l'ai lu dans le détail. Hein, vraiment, je me suis intéressé à ce qu'il disait. Donc j'étais déjà un petit peu plus sur une ligne un peu plus modérée. Puis à partir des années 2004, 2005, 2006 à peu près, là j'ai complètement changé mon optique dessus en lisant des ouvrages comme celui de Pierre Péan, Noir Fureur et Blanc Menteur, l'ouvrage aussi du colonel Jacques Hogarth et aussi l'ouvrage de Charles Onana. Charles Onana, c'est un spécialiste camerounais. Donc, puis encore d'autres spécialistes, une personne un peu plus controversée qui s'appelle Bernard Lugan, qui est un type qui est proche effectivement des positions nationalistes, mais qui sur le Rwanda connaît bien son sujet. Hein, donc voilà. On peut quand même être un type proche des positions d'extrême droite, mais maîtrise parfaitement le sujet du Rwanda. Donc j'ai complètement changé mon optique. Alors vous me direz, est-ce que l'optique que j'ai aujourd'hui est juste?
alors qu'elle était fausse avant? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que j'avais une optique juste avant? Donc disons que c'est simplement le bon sens qui fait que ça a évolué. D'abord, j'ai remarqué plusieurs choses quand même. Ce que j'ai remarqué, c'est que le régime Kagame, donc du FPR de Paul Kagame, utilise les méthodes du sionisme. C'est-à-dire, effectivement, il instrumentalise complètement le génocide qui a eu lieu au Rwanda, qui est réel, pour asseoir sa légitimité et asseoir son pouvoir. C'est quelque chose qui est vraiment flagrant quand on s'intéresse à ce sujet, c'est à quel point le FPR de Paul Kagame utilise les méthodes du sionisme. C'est-à-dire qui vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit ah vous êtes des négationnistes, vous êtes des révisionnistes, vous êtes des complices du génocide pour asseoir sa légitimité et asseoir son pouvoir. Donc Paul Kagame est ce sujet-là quelqu'un de vraiment très très brillant. Hein. Donc là il faut lui rendre le chapeau en matière de communication, c'est quelqu'un de très fort. Mais le petit père Kagame, c'est quand même un personnage assez controversé, hein, il faut le savoir. Hein. D'abord, on dit, quand on parle de l'implication de la France dans le génocide au Rwanda, il faut essayer d'être nuancé dans cette affaire-là. Que la France ne soit pas blanc-bleu au Rwanda et en Afrique en général, je suis le premier à le reconnaître. La France a commis des erreurs. Dans les années 90-93, elle a intervenu au Rwanda, elle a manqué de transparence, une intervention non pas pour soutenir le génocide, puisque le génocide n'a commencé qu'en 94, date à laquelle la France était déjà partie, mais elle soutenait un régime qui était le régime du président Abiyarimana, qui était un régime, disons, un peu autocratique, un peu corrompu. Le régime d'Abiyarimana, quand même, par ailleurs, était appelé la Suisse de l'Afrique, au moins à la fin des années 80. Par la suite, c'est un régime qui est un peu dérivé. Donc la France soutenait ce régime. Elle le soutenait militairement contre le FPR qui était aidé, appuyé par l'Ouganda voisin, puisque l'Ouganda a aidé beaucoup le FPR, puisque Kagame a été même un des chefs des services secrets du président Museveni qui est l'allié principal des anglo-saxons, il faut le savoir. Donc la France a donc aidé le régime Abiyarimana à résister au FPR. On peut critiquer peut-être cet aspect des choses, puisqu'elle s'était fait dans un manque de transparence assez complet. Il faut dire que cette époque-là, les années 90-94, il y avait énormément de choses qui se passaient. Il y avait des bouleversements dans tous les domaines. Il y avait la guerre du Golfe, la première guerre d'Irak. Il y avait le bouleversement, la chute du mur de Berlin, suivi de la réunification de l'Union soviétique qui est intervenue fin 91. Il y avait aussi sur le plan du Moyen-Orient les efforts de Rabin et Arafat qui ont tenu les accords d'Oslo jusqu'à fin 95 où que Rabin se fera assassiner. Donc il y avait énormément de choses qui se passaient. Il y avait en Algérie, il y avait les événements tragiques dans la décennie 90. Vous vous souvenez des extrémistes proches du GEA assassinaient des milliers d'Algériens. Il y avait aussi sur le plan de l'évolution du monde. Bon, en Europe, il y avait la question de Maastricht, donc de la monnaie unique. Sur le plan, sur le plan d'autres pays, encore on pourrait appeler la Chine, avec le bouleversement de la Chine, puisque la Chine, après avoir réprimé Tiananmen, avançait quand même vers un régime qui était un peu moins dictatorial, quoi. Donc il y avait énormément de choses qui se passaient à cette époque-là. Il y avait aussi la guerre des Balkans. Donc, effectivement, c'est vrai que la France de Mitterrand manquait de transparence dans le domaine du Rwanda, mais il faut dire aussi qu'il y avait énormément de choses qui se passaient. Donc, voilà, on peut critiquer aussi cet aspect des choses. Mais il faut savoir aussi que contrairement aux détracteurs de la politique française, parce il y a eu longtemps, j'ai fait partie de ces détracteurs, ce n'était pas un soutien inconditionnel de la France. La France appuyait le régime Abiyarimana, mais à condition que celui-ci évolue vers un peu plus de démocratie. Donc, c'est-à-dire mettre fin au parti unique, ouvrir à l'opposition, ouvrir les médias. Donc, alors, par la suite, ce qu'on pourrait peut-être critiquer sur la France, on pourrait dire que la critique qu'on pourrait adresser à la France, c'est que cette démocratie qu'elle voulait pour le Rwanda,
Elle était à la sauce européenne. Elle ne tenait pas compte de la spécificité d'un pays comme le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays très, très spécifique. Et donc, c'était qu'on pourrait, on pourrait critiquer la France d'avoir une vision un peu ethnocentrique, un peu trop tournée sur la démocratie à la sauce occidentale, ne pas prendre en compte sa spécificité. Mais bon, la France n'avait fait que reprendre la politique des Belges. Les Belges étaient le pays colonialiste, colonisateur du Rwanda, et avant lui, c'était encore l'Allemagne. Enfin, ça s'appelait pas l'Allemagne, ça s'appelait la Prusse. Donc voilà, donc bien sûr, on pourrait critiquer la France sur l'intervention au Rwanda, mais il y a quelque chose d'incroyable dans les critiques, c'est qu'elles ne prennent jamais en compte le réel. Par exemple, on dit, on a critiqué la France d'être resté trop longtemps au Rwanda, et après on a critiqué la France d'être intervenu trop tardivement. Il faut savoir aussi, moi je me suis un peu intéressé à ce sujet, que le 9 avril 1994, donc quelques jours tout au début donc, du génocide, le FPR de Paul Kagame avait donné des consignes très précises aux Occidentaux, les quelques Occidentaux qui restaient là. Dans les 48 heures, si dans les 48 heures il restait des Occidentaux, ils risquaient d'être considérés comme des belligérants. Et donc le FPR pouvait être amené à tirer contre les Occidentaux, soldats ou civils qui restaient. Donc la France, en même temps que la Belgique, l'Italie et les États-Unis, ont fait évacuer leurs ressortissants, ce qu'on appelle l'opération Amarellis. Une opération qui s'est sans doute pas super bien passée dans la mesure où certainement certains membres des diplomates rwandais ont été abandonnés. Bon, après, ça a été fait dans la confusion totale. Donc la France n'est sans doute pas blanc-bleu dans cette opération-là. Moi, je ne cherche pas non plus à nier les fautes politiques de, qui ont eu lieu en 94, époque cohabitation Mitterrand-Balladur. Mais il faut quand même savoir que ceux qui donnent la leçon à la France, c'est les plus grands criminels possibles. Kagame a une responsabilité inimaginable. Il faut savoir donc que non seulement Kagame est sans doute responsable, le FR est sans doute responsable de l'attentat du 6 avril 94. Ça, il y a eu pas seulement le juge Bruguière qui l'a dit, il y a eu le rapport O'Regan, un Australien de l'ONU qui avait enquêté là-dessus très rapidement. On a étouffé l'affaire. On a eu Carla Del Ponte qui a été aussi qui a tenté de faire des enquêtes sur les crimes du FPR, qui a été ensuite étouffée. On l'a viré d'ailleurs comme procureur du Rwanda. Il y a eu beaucoup d'anciens membres du FPR qui ont dit ça. Il y a aussi des enquêtes qui montrent que ce sont des missiles russes qui avaient été vendus à l'Ouganda, et l'Ouganda donc qui était donc au service de Paul Kagame. Et donc il n'y a pas de doute que Paul Kagame a une responsabilité inimaginable. Il faut savoir aussi, et ça c'est via Pierre Perrin qui nous a appris ça, et un certain nombre de rapports qui ont montré que les attentats qu'on attribuait dans les années 90-93 aux extrémistes Hutus, beaucoup étaient en fait dus au FPR, qui cherchait à déstabiliser ce pays. Donc en cherchant à déstabiliser ce pays, il y avait forcément dans le peuple une montée de plus en plus importante des Tutsis, et ils n'ont pas fait dans la nuance, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui fait que cet épouvantable génocide, parce que moi je ne lis pas du tout, hein, je ne suis pas sur la position de nier un génocide, mais je dis simplement que ces génocides, les responsables principaux, c'est pas forcément ceux qu'on dit, c'est pas forcément Abiyarimana. D'ailleurs, Abiyarimana ne peut pas être considéré comme le responsable du génocide dans la mesure où son assassinat a arrivé le 6 avril 1994, donc avant le début du génocide. Concernant Mitterrand et Balladur, est-ce qu'on peut leur imputer la responsabilité du génocide dans la mesure où que la France s'était retirée fin 93, et donc il restait plus qu'une poignée de militaires qui étaient là donc depuis le milieu des années 70, qui étaient là pour former essentiellement la coopération, les hélicoptères, le pilotage d'hélicoptères. Donc il n'y avait plus de Français, hein, pour ainsi dire. Donc, mais par contre, nos médias classiques, que ce soit le Nouvel Observateur, Libération, Le Figaro, tous les médias classiques, insistent sur la responsabilité de la France, ils insistent sur la responsabilité donc des extrémistes Hutus, un peu des États-Unis, mais ils parlent jamais de FPR de Kagame. De Kagame, ses responsabilités sont vraiment incroyables, quoi, je veux dire.
J'invite vraiment tout le monde à s'intéresser au dossier du Rwanda, au dossier du Rwanda, d'essayer d'élargir leur grille de lecture, d'essayer d'élargir leur vision des choses. Moi, j'ai vraiment essayé, j'ai lu, j'ai aussi essayé de parler, parfois, j'ai parlé aussi avec un jeune Rwandais qui était en cité universitaire, puisque il se trouve que moi je travaille en cité universitaire. Donc j'ai essayé d'élargir ma vision des choses. Bon, je reconnais, pour être tout à fait honnête, que j'ai jamais été au Rwanda. Donc je n'ai pas, j'ai été dans plusieurs pays africains, mais je n'ai encore jamais été dans ce pays. Donc ma vision des choses reste encore parler avec d'autres, avec des personnes qui sont donc réfugiées ou de la lecture. Donc, mais mais quand on s'intéresse à ce sujet, on est quand même frappé par les manipulations du FPA de Paul Kagame, je veux dire. Et je vous dis, on est aussi frappé par le fait que Kagame utilise vraiment la même méthode que le sionisme, c'est-à-dire la culpabilisation de l'Occident, la culpabilisation de tous ceux qui pourraient essayer de contrer son régime à travers le génocide. Comme il y a eu un génocide au Rwanda, je peux faire n'importe quoi. C'est d'ailleurs très amusant de constater que Kagame, qui a beaucoup utilisé les organisations des droits de l'homme comme Human Rights, MSF, la Ligue des droits de l'homme, Médecins sans frontières, Médecins du monde, bref, Amnesty International. Quand il dénonçait le régime d'Abiy Ahmed, c'était très bien. Il dénonçait le régime d'Abiy Ahmed, mais quand ils ont commencé à dénoncer le régime de Kagame, c'était plus bien du tout. C'était des gens qui étaient à la solde de l'Occident, qui étaient donc des négationnistes. Et d'ailleurs, Kagame aussi a utilisé le génocide pour pouvoir envahir le Congo. Et pour envahir le Congo, il y a eu certains parlent même de millions de morts, je veux dire. Donc, sous prétexte qu'il y a eu un génocide au Rwanda, on commet des exactions et des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des viols, même par certains aspects, peut-être même un génocide au Congo, puisqu'il y a quand même des millions de morts. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, on ne peut plus soutenir Paul Kagame. Il faut que les alliés principaux de Kagame, que sont les États-Unis, que sont la Grande-Bretagne, que sont Israël, ces trois pays-là, ainsi que l'Ouganda, bien sûr, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Il faut qu'ils arrêtent, faut plus soutenir ce type-là. Ce type-là, normalement, c'est un criminel de guerre, mais c'est un criminel contre une humanité, mais quand on voit le nombre d'horreurs que ce type a produit, c'est absolument incroyable. Noam Chomsky a comparé par exemple Kagame un peu à l'ancien président d'Indonésie, Suharto. Suharto aussi avait été longtemps toléré pendant plus de 30 ans, tous les crimes qu'il avait commis dans les années 60 jusqu'aux années 90, parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne le soutenaient. Donc, à un moment, faut arrêter. Je veux dire, bon, c'est pas moi qui peut faire arrêter ces choses, mais j'aimerais que on soit beaucoup à pouvoir essayer de dire stop, quoi. Il y a tellement de choses qui sont choquantes dans le monde, et qu'on voit des personnages comme Paul Kagame, c'est c'est dur, quoi. Voilà, bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.